L'invité café. La loi fiscale, la vie chère, la santé économique du Fénois, quel bilan après un an de gouvernance Brotherson, la plateforme autonomiste, l'heure ou réalité, quel avenir pour la jeunesse, ce ne sont pas les sujets qui manquent dans l'actualité en ce moment. Et pour nous les commenter, pour voir quel décryptage fait-il de cette actualité, nous recevons ce matin Nuhao Loré, représentant de Ahere Polinetia. Bonjour. Et merci donc d'accepter notre invitation. Alors commençons par la loi fiscale qui a finalement été votée jeudi dernier après que le Conseil d'État ait rejeté donc le texte sur sa forme. Le Tapura a fait savoir hier par la voix de son chef Edouard Fritsch qu'il ferait un recours. On va écouter l'ex-président du pays. Il était hier soir l'invité du journal télévisé. On est en danger. Nous l'avons dit à l'Assemblée de Polynésie, ça va faire l'objet d'un recours parce que... Vous allez déposer un recours ? Nous allons déposer un recours. Nous ne pouvons pas laisser faire. Enfin, nous nous attendions à d'autres solutions. Avec AHIP, nous avons déposé une dizaine d'amendements. Tous ces amendements ont été rejetés. Donc, il y a effectivement une politisation forte aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie française, en pointant l'opposition et en essayant effectivement de faire obstacle à toutes nos propositions. Nous ne sommes pas là pour taper dessus. Nous sommes là pour tenter de proposer quelque chose, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, parce qu'ils se replient sur eux-mêmes. Edouard Fritsch, le leader du Tapura, hier soir. Je reviens vers vous, donc, Nuhao Loré. C'est la bonne et unique solution à un recours ? Alors, c'est vrai qu'on doit examiner ce recours, probablement déposé, en tout cas on va en discuter. Sur le fond, le vrai problème c'est que cette loi est mauvaise. Elle est mauvaise pour l'économie, elle est mauvaise pour l'investissement, pour la consommation. J'entendais les partenaires sociaux indiquer qu'il n'y a quasiment aucune mesure pour lutter contre la vie chère. C'est ça le fond du problème. À 2 reprises, nous avons proposé au président de reporter l'application de cette loi pour se donner le temps de la concertation. Tous les acteurs économiques ont critiqué finalement le fait qu'il n'y ait aucune discussion sur les dispositions qui sont proposées. Et je pense qu'au lieu de remettre tout de suite la même loi finalement sur la table de l'Assemblée, il aurait été préférable d'organiser, et pourtant c'est ce qu'avait dit le ministre des Finances, une vraie concertation avec tous les acteurs économiques. Moi, ce que je crains dans cette situation, c'est que on voit bien que l'activité économique est en déclin. Il y a une vraie baisse, que ce soit le tourisme, sur la base des chiffres officiels, le BTP, la construction. Donc on voit que notre économie ralentit et les mesures qui sont proposées dans ce texte vont probablement amplifier ce déclin économique. C'est ça qui pose problème. Alors cela dit, il y a des raisons de retrouver le sourire. Les chiffres du tourisme généralement sont bons. Sur le plan de l'emploi, par exemple, on est passé sous la barre des 10 000 chômeurs. Il y a des raisons d'espérer quand même, non ? Alors, les chiffres du tourisme ne sont pas bons. Ils ont été publiés par l'ISPF au mois de janvier et ils montrent qu'il y a une baisse de 20% de la fréquentation terrestre des hôtels et c'est l'activité qui génère le plus de prestations. Sur le mois de février et mars, les professionnels du secteur nous disent que ce déclin, il s'amplifie. Comme je disais, le BTP, on le voit bien avec les mesures qui sont proposées, qui rendent difficile la vente en l'état futur d'achèvement. De nombreux promoteurs, finalement, ont décidé que 2024 serait une année blanche. Il y a, comme je disais, dans ce texte, essentiellement des mesures qui vont limiter l'activité économique. Celle qui est la plus problématique, je pense, c'est la baisse de la défiscalisation. C'est aujourd'hui le seul outil à la disposition de ceux qui souhaitent construire des hôtels, des petits hôtels, quelle que soit la taille, des pensions de famille. Et donc, le fait de baisser de 20 points la défiscalisation, ça va conduire beaucoup de projets à être finalement annulés. Et c'est ce qu'on voit déjà depuis le début de l'année. Et pourtant, ça va en contradiction avec le souhait du président, qui l'a affirmé à plusieurs reprises, d'atteindre 600 000 touristes. On sait qu'on n'a pas suffisamment d'hébergement. De chambres. Et le fait de rendre plus difficile l'activité hôtelière, il y a une augmentation des impôts pour les hôtels, il y a une diminution de la défiscalisation, il y a des conditions qui sont plus difficiles pour les Airbnb. Donc finalement, ce texte vient rendre plus difficile la création de nouveaux hébergements, alors que le président fixe un objectif à 600 000 touristes. C'est un exemple parmi d'autres. Alors si on revient justement précisément sur ce recours, ce serait un recours donc sur le fond, si j'ai bien compris, mais sur quel aspect très précisément ? Sur un point qui pose vraiment problème, c'est la demande de rétroactivité et
pas n'importe laquelle. Le gouvernement souhaite que cette loi rétroagisse depuis le 15 décembre l'année dernière, donc avant la clôture de l'exercice 2023, ce qui est en droit quasiment impossible. Alors, cette disposition-là, elle risque d'être invalidée. Et comme on l'a dit, finalement, la question, c'est même plus la question du remboursement des trop perçus. La question, c'est est-ce que c'est le moment de mettre en place un texte qui rend l'activité économique plus difficile dans une situation où l'économie est objectivement en déclin. Cette loi fiscale, elle ne sert à rien alors? Elle rend plus difficile l'activité économique, l'investissement, et elle ne contient aucune disposition qui vise à comment dirais-je, renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Il n'y a aucune disposition qui vient lutter contre l'inflation. Au contraire, il y a une remise en cause d'une partie des exonérations qui avaient été accordées pour les matériaux de construction et faciliter en fait l'activité de construction. Donc quand on regarde ce texte du début à la fin, c'est un texte qui essaie de gratter dans les poches des uns et des autres un peu d'argent. Je pense que c'est le choix du gouvernement parce qu'en annulant la taxe sociale, ils se sont rendus compte finalement qu'ils perdaient à peu près 9 à 10 milliards et qu'il fallait bien les trouver quelque part pour équilibrer les régimes sociaux. Vous auriez souhaité quoi comme modification concrètement? Concrètement, on l'a annoncé à plusieurs reprises, on aurait souhaité des mesures qui vont plutôt en faveur du développement économique, des mesures, d'ailleurs le Tavini l'avait annoncé lui-même pendant sa campagne électorale, de réforme du système des PPN, des produits de grande consommation, effectivement de cibler finalement ce soutien aux catégories de ménages les plus en difficulté. On aurait préféré qu'il y ait de vraies mesures de réduction de la dépense publique, parce que si on veut baisser les impôts, le seul moyen de le faire, c'est de baisser aussi la dépense publique, et surtout, on aurait souhaité des vraies mesures de simplification administrative. J'entendais la sénatrice parler de la difficulté du développement économique aux Marquises. En Marquise, c'est encore plus difficile de développer des activités parce que l'éloignement fait que les porteurs de projets sont encore plus en difficulté qu'ici. Et donc, c'est dans ce domaine, à mon avis, qu'il faut focaliser les efforts du gouvernement. Et on parlait de bilan tantôt. Au bout d'un an, finalement, c'est le discours du président lui-même qui indique le bilan. Le discours a duré à peine une dizaine de minutes. C'est la première fois que j'entends un discours aussi court. Ça montre bien qu'il n'y a aucun bilan sur l'année écoulée. Alors, résumer un gouvernement à son seul président est une vision passéiste des choses. Un gouvernement, c'est un ensemble de ministres. Ils n'ont pas besoin que le président soit là pour leur tenir la main. C'est ce que déclarait donc Mwetai Brotherson récemment. Vous pensez que l'on attend beaucoup trop de Mwetai Brotherson ou alors qu'il a autour de lui, comme il le dit, toute une équipe? Non, en fait, je pense que le président a mal compris les fonctions qu'il exerce, en fait. Et le fait de supprimer le prix Conseil des ministres du lundi, ça marque bien cette incompréhension, puisque l'objet du prix Conseil des ministres, c'est de faire en sorte que tous les ministres soient au courant des dossiers de leurs collègues. Et de dire qu'on va organiser à la place de ça de la concertation, ça montre bien que le président n'a pas bien saisi quel était l'objet de ses fonctions. Le président, c'est la première institution de notre pays. Les ministres ne sont pas cités en tant qu'institution. C'est celui qui peut faire des arbitrages, c'est celui qui peut discuter en dernier ressort avec l'État pour les contrats de projet, pour les contrats de convergence. Et le fait que le président soit aussi absent, parce que c'est le président le plus voyageur qu'on ait jamais eu, fait que finalement les arbitrages importants n'ont pas lieu. Sur le plan de l'investissement public, je pense qu'on va connaître 2 années blanches. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la campagne électorale d'abord, et pendant la campagne électorale, chaque parti est en train de faire sa campagne sur le terrain. Et depuis 1 an, finalement, ces sujets importants, c'est-à-dire le fait d'organiser le suivi des contrats avec l'État, n'a pas été fait. Et au lieu de ça, le président s'est focalisé sur le fait d'aller voir d'autres pays, que ce soit Hong Kong, Singapour ou d'autres, pour y trouver la solution à nos problèmes. Nous, on considère que la solution à nos problèmes se trouve ici et se trouve dans les discussions avec les partenaires habituels du pays. Le gouvernement qui avait rencontré en juin 2023 l'ensemble des importateurs a décidé ensuite de libérer l'importation des produits laitiers dans la région
Pacifique, souhaitant ainsi donner une alternative aux Polynésiens pour avoir des produits laitiers à moindre coût. Il faut savoir que ce ne sont pas des yaourts, donc ce n'est pas la même catégorie en fait. On va dans la bonne direction dans la lutte contre la vie chère ici? Moi, je pense qu'en matière de concertation, on peut faire mieux, parce que les intéressés n'ont été informés que finalement que lorsque l'arrêté en Conseil des ministres a été publié. Après, l'industrie laitière, la transformation en Polynésie, c'est un secteur qui est difficile. C'est difficile parce que les coûts sont élevés, et donc il faut effectivement, je pense, protéger aussi ces activités. Et donc, le fait d'ouvrir finalement à l'importation ces produits qui sont plus sucrés que ceux qui sont produits localement, sans mettre en place de dispositifs de substitution, ça veut dire qu'on deviendra de plus en plus une économie qui sera fondée uniquement sur l'exportation. Et ça va totalement à l'encontre de la politique du Tavini, qui est le développement de nos ressources propres. Je vois ce paradoxe, ce n'est pas le seul dans la gestion de notre pays par ce gouvernement. Donc ce ne serait pas une piste d'aller chercher des produits dans la région plutôt que d'aller les chercher par exemple jusqu'en Europe? Concernant les yaourts spécifiquement, on a une industrie laitière qui vit difficilement parce que les coûts sont importants, parce qu'on n'a pas d'économie d'échelle comme la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ou d'autres. Et donc je pense qu'il est important, si on veut devenir autonome sur le plan alimentaire, de soutenir au contraire ces secteurs, de les accompagner, pas de les protéger, de les accompagner et de faire en sorte que leurs conditions d'exercice soient au moins égales à celles des concurrents extérieurs qui, eux, ont beaucoup plus de moyens. Et comme je le disais, ça va à l'encontre de la politique de développement agricole et de l'autonomie alimentaire qui a été soutenue par le Tavini pendant toute cette campagne électorale. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que le fait de prendre des décisions de cette manière sans prévenir les acteurs, c'est pas ce qui va permettre notre développement. On évoquait le tourisme tout à l'heure, les chiffres du tourisme. Alors, il manque beaucoup de chambres, hein. On l'a dit et redit donc ici. Et on n'arrive pas à suivre le rythme, en fait. Ce qui veut dire que, cet objectif de 600 000 touristes, on est très, très loin de l'atteindre. Ce n'est pas la première fois qu'un président, qu'un ministre annonce des chiffres comme ça un peu à la légère, hein, il faut le dire. Nous étions favorables au fait d'organiser un vrai travail avec le secteur touristique en disant on a besoin de chambres supplémentaires, ça c'est une réalité, et donc planifions la construction de ces chambres sur les 5 ou 10 prochaines années et mettons en œuvre des dispositions fiscales pour accompagner ce développement. Le changement de la défiscalisation, la baisse de 20 points du crédit d'impôt, elle casse toute cette dynamique. Le fait d'augmenter l'impôt foncier pour les Airbnb, les locations saisonnières, va exactement à l'encontre de cette politique. C'est ça le problème. Et notre président a une très grande facilité pour lancer des slogans. 600 000 touristes, 35% d'économie numérique, réinventer ATN. Mais derrière, et c'est l'objection que nous formulons, derrière, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune stratégie. Pour créer davantage de chambres, il faut donner l'envie aux hôteliers d'investir dans ces domaines-là et pas faire exactement le contraire. Vous évoquez ATN, alors la compagnie est à la recherche quand même d'un second souffle. Comment faire pour l'aider ? Moi, j'ai appris alors que je siégeais en conseil d'administration que le président souhaitait changer d'équipe de direction. Bon, j'ai exprimé mon point de vue sur cette manière de faire, parce qu'on est membre du conseil d'administration. Donc, à mon avis, les premières personnes qui doivent être informées de ce changement, c'est les membres du conseil d'administration. Maintenant, je pense qu'il a choisi son candidat. Pour moi, l'important, ce n'est pas la personne en réalité. C'est le projet que cette personne va soutenir, cette stratégie. Dire, on va réinventer ATN. Bon, c'est beau, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va augmenter le prix des billets pour revenir à l'équilibre. Ça veut dire qu'on va ouvrir de nouvelles lignes, comme on l'avait fait à l'époque avec New York ou Sydney, au terme desquels on avait dégagé quasiment 8 ou 9 milliards de pertes. Donc c'est facile de dire on va réinventer une compagnie aérienne. C'est compliqué comme activité, le transport aérien. C'est encore plus compliqué quand on a en face de soi des concurrents qui pèsent 100 fois sa capacité en termes de transport. United Airlines, c'est quasiment 700 avions. Air France KLM, qui a quasiment 5 fréquences par semaine, c'est plusieurs centaines d'avions. Nous, on a 4 avions. Et donc c'est pour ça que sur ce sujet,
Moi, je souhaiterais qu'il y ait un vrai débat au sein du conseil d'administration et qu'on ne vienne pas nous dire, bon ben voilà, l'homme clé, la personne qui va nous sortir de ça, c'est un tel. Mais vous avez une solution pour aider la compagnie à sortir de ce marasme? Déjà, quand la direction nous indique que nous sommes la seule destination au monde à avoir vu depuis la fin du Covid l'offre de sièges multipliée par 2, ça montre bien que finalement, le sujet, ce n'est pas la capacité d'Air Tahiti Nui à faire des économies ou pas. C'est qu'on a en face de nous des compagnies qui ont les moyens finalement de mettre des avions déficitaires. Air Tahiti Nui n'a pas cette capacité. Moi, je pense qu'il aurait fallu, et c'est peut-être toujours le cas, négocier avec ces compagnies le fait d'avoir un meilleur partage finalement de ces lignes et organiser finalement cet équilibre avec des compagnies, comme je le disais, qui viennent aujourd'hui, mais qui peuvent repartir demain si elles estiment que finalement le taux de remplissage n'est pas le bon ou qu'elles ont d'autres opportunités ailleurs. Air Tahiti Nui, et c'était sa fonction lors de sa création, elle doit nous assurer notre indépendance par rapport à l'acheminement de nos touristes. Ça a un coût. Est-ce que le pays est prêt à supporter ce coût? Voilà les questions qu'il faut poser en conseil d'administration. Très très vite, Nuira Oloré, sur un terrain plus politique cette fois-ci. La plateforme autonomiste chère au Tapura a vécu, d'après vous? Nous, on continue en tout cas à la faire vivre au sein de l'Assemblée. Comme le président Fritsch le disait, nous avons déposé ensemble presque une dizaine d'amendements. Bon, tous ont été rejetés, mais on fait notre travail. Et parmi ces amendements, on a même demandé au président à plusieurs reprises de reporter la mise en œuvre de cette loi fiscale pour profiter des 4 mois qui vont s'écouler avant la session budgétaire pour organiser une vraie concertation avec tous les acteurs économiques. Il a rejeté notre proposition comme il a rejeté finalement tous les amendements que nous avons déposés. Mais en tout cas, ce travail commun avec le Tapura, il continue à exister et il fonctionne bien plutôt au sein de l'Assemblée. D'accord. Gaston Floss, c'est un obstacle pour vous? C'est pas un obstacle. Gaston Floss a sa propre vision du développement institutionnel de notre pays que nous partageons pas. Après, la proposition qu'il a fait d'unifier les partis et d'en faire un parti unique, c'est quelque chose qui ne convient à aucun des partis qui participent à ce travail sur la plateforme. Pour nous, le plus important, c'est d'arriver à proposer quelque chose au sein de l'Assemblée et à montrer qu'on est capable non seulement de travailler ensemble, mais de proposer des solutions aux problèmes que rencontrent les Polynésiens. C'est ça notre travail finalement. D'accord. La famille autonomiste, vous y croyez? Elle existe de toute manière, elle est majoritaire, elle doit bien s'organiser et je trouve que le travail qu'on fait à l'Assemblée marche plutôt pas mal. Merci beaucoup Nuira Oloré d'avoir accepté notre invitation au nom de Aerea Polynesia. Merci.